Donc, merci à vous d'être présentes, toutes les deux. Du coup, le sujet du jour, c'est sur le circuit du projet et les démarches réglementaires. Donc, ça peut être un peu sembler rébarbatif, mais on va essayer de se concentrer sur les choses vraiment importantes du circuit, justement, et tout ce qu'on peut déléguer. Parce qu'il y a plein de choses qu'on va déléguer. Justement, on va aussi voir tous les acteurs qui entrent en jeu dans une étude clinique. Donc, alors, hop, est-ce que je peux mettre en plein écran? En théorie, oui. Voilà. Donc, on va partir de la vie d'un projet, et puis on va découper en phases. Donc, j'ai découpé en 4 phases, de l'idée à l'élaboration du protocole, ensuite tout ce qui est phase réglementaire, de la première à la dernière inclusion, et puis ce qui se passe après la fin de l'étude. Donc, grosso modo, quand on n'a jamais fait de projet de recherche, on imagine que le process est un peu ainsi, c'est-à-dire que j'ai une idée et puis je dépose au comité d'éthique avec le mot comité d'éthique qui rassemble tout un tas de choses un peu indéterminées et puis on commence. Mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. Si on détaille un peu, c'est surtout plus long. Donc, on commence évidemment par l'idée. Et puis après, on écrit, parce qu'il y a forcément une étape de mise sur le papier. On valide, on cherche éventuellement un financement. Ce n'est pas le cas pour toutes les études, mais pour une majorité désormais, on prépare les documents nécessaires, on obtient les fameuses autorisations. On commence et ensuite, on gère les inclusions, on analyse des données et on valorise les résultats. Donc, pourquoi c'est pourquoi c'est important de comprendre le circuit d'un projet? Parce que déjà, c'est important de savoir par quelle étape on va passer et par où on commence. Et puis, c'est aussi utile pour pas confondre les rôles de chacun, parce qu'il y a plein de personnes ressources. Donc, on va les détailler. Là, j'ai vraiment détaillé au maximum de ce qu'on peut faire. Toutes les personnes ressources que je vais présenter ne sont pas forcément nécessaires dans la vie du projet, mais j'ai préféré faire plus. Et puis après, chacun adapte à ses besoins. Les porteurs de projets, ils sous-estiment souvent les délais, mais vraiment réellement. C'est-à-dire que la recherche, c'est vraiment long. On va le voir au fur et à mesure, mais du coup, connaître les étapes, ça peut aussi euh, permettre de pas découvrir trop tard toutes ces contraintes que sont les contraintes réglementaires et les contraintes des délais. Donc, ça permet d'anticiper au maximum. Donc, voilà le schéma de l'étude. Ah mince, j'ai perdu mon truc. Toc. Voilà. Donc, les 4 étapes qui sont l'élaboration du projet scientifique. Donc, ça, elle se termine par plus ou moins le financement, mais en gros, ce qui fait le cut, c'est le protocole. Puis ensuite, on part sur le montage administratif du projet, qui se termine, la phase d'après commence à la première inclusion. Ensuite, ce sera la gestion de l'essai, et puis tout ce qui est analyse et valorisation après la fin des inclusions. Donc nous voilà dans la première étape qui est l'élaboration du projet scientifique. Donc dans cette étape-là, c'est vraiment là qu'il y a le plus de travail pour l'investigateur coordinateur ou coordonnateur, on peut l'appeler dans les deux façons, qui est le porteur. En gros, c'est celui qui va plus ou moins tout chapeauter et qui va être là du début à la fin de l'étude. Mais cette partie-là, ce sera vraiment une partie où il va être le plus au pilotage et à la manœuvre. Donc, il y a la naissance de l'idée dans un contexte clinique, ça on en a déjà parlé. Et la toute première étape, c'est d'écrire une ébauche du protocole du projet. Pas forcément complet, ce protocole, mais il y a nécessairement des choses qu'on attend. Donc, le contexte de l'étude, tout ce qui est connaissances pratiques et scientifiques, tous les enjeux cliniques, la question vers laquelle on veut aller, enfin, celle que l'on se pose, la population qu'on veut voir et les objectifs de l'étude. Le prochain webinaire, il va être dédié au protocole. Donc,
toutes ces étapes-là, on les reverra en détail. Mais grosso modo, sur un premier résumé de l'étude, on a au moins besoin de ça pour pouvoir aller vers les autres acteurs que seront les autres investigateurs, mais aussi tous les personnels recherche. Donc, c'est une étape qui peut durer quelques heures. On a vu des projets qui ont été montés sur un coin de bureau en 2 heures de temps, et puis d'autres qui prennent du coup un peu plus de maturation, de demande de retourner vers la bibliographie. Donc voilà, quelques semaines pour se poser ça. Ça n'a pas besoin d'être très long. D'ailleurs, vaut mieux pas que ce soit trop long avant de commencer à passer à la suite, qui est celle de s'entourer et où c'est fondamental enfin de pas continuer seul très très vite. Donc il faut s'entourer au sein de son équipe, potentiellement avoir si on n'est pas le chef de service, avoir le soutien d'un chef de service si on est dans un établissement. Après et a fortiori si on est un libéral, il faut clairement pas être seul. Donc il faut pouvoir trouver des points d'ancrage. Donc ça peut être aussi le dispositif qu'on coordonne, mais en tout cas, faut pas rester seul. Et puis c'est aussi le moment où on va commencer à aller vers l'équipe du promoteur. Donc le promoteur, c'est la personne physique ou morale qui prend l'initiative de la recherche et qui assure toute la gestion de la recherche et qui vérifie éventuellement que le financement en lien est bien prévu. Il assure toute la responsabilité juridique, il gère tout ce qui est assurance donc, et finance, et c'est lui qui est le lien avec les autorités et qui donc est le garant de la qualité des projets. Donc, pour la majorité des études cliniques, donc du moins celles qui ont lieu sur la personne humaine, il faut un promoteur. Donc, pour notre territoire, les promoteurs, ça peut être grosso modo le CH du Mans et le CHU d'Angers, mais ça peut être aussi éventuellement des associations de malades, ça peut être, enfin les types de promoteurs sont nombreux, ça peut être des associations de malades, ça peut être des fondations, voilà, c'est assez large, mais pour la majorité des projets, on se retrouve à devoir travailler avec la direction de la recherche clinique et de l'innovation d'Angers ou nos homologues du Mans. Donc, dans cette équipe promoteur qui on retrouve là au tout début du projet, ben, on va retrouver le méthodologiste. Donc, le méthodo, lui, on va dire que c'est un peu comme un architecte. Il, euh, il va aider à concevoir le projet de recherche et il va aider le porteur, donc l'investigateur, à mieux répondre à ses objectifs, mais comment dire, il va voir ça dans le prisme des contraintes du projet, donc qu'elles soient scientifiques, éthiques, réglementaires, budgétaires. Donc potentiellement, il va être, ça peut être, en gros, aller voir le méthodologiste, c'est un moment où on va frotter entre deux visions, c'est-à-dire celle du clinicien qui est un peu dans la vraie vie enfin, qui suit ses patients et donc qui a une idée de l'enjeu, de la population avec qui il va vouloir travailler, et puis le méthodologiste qui est très 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 loin de ça et qui du coup lui a une vision plus pragmatique et contrainte de la chose. Donc il faut vraiment que ce soit vu comme une rencontre et l'objectif, c'est d'en sortir avec le meilleur compromis possible pour pouvoir avancer dans le projet. Parce qu'il faut quand même bien enfin, se rappeler que la recherche, c'est pas tout à fait la vraie vie. Donc dès lors, on est toujours obligé de faire quelques compromis et faire un petit pas de côté pour que les deux visions puissent exister. Dès ce moment-là aussi, on peut faire appel à un statisticien. Souvent, c'est le même profil qu'un méthodologiste, mais le côté statisticien, lui, il vient en complément et il va faire euh, tout ce qui concerne vraiment la statistique et puis le calcul du nombre de patients à inclure, par exemple, si
il y a des patients à inclure parce que tous les types de recherche ne portent pas de patients à inclure. Et puis aussi, on va se faire épauler par un chef de projet recherche qui est là vraiment pour assurer toute la logistique du projet tout au long de la vie du projet. Et à ce moment-là, il va aider à concevoir le projet et à bâtir le protocole. Donc, il y a plein de, vous le verrez la fois prochaine, mais dans le protocole, il y a plein de paragraphes qui peuvent être dédiés au chef de projet sur l'écriture. Et puis, il va suivre le projet pour soumettre aux autorités, s'assurer du bon déroulement de l'essai vis-à-vis de la réglementation. Et lui, il coordonne l'ensemble des étapes et des acteurs. Il a une vision un peu macro. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, notamment pour anticiper les étapes et pour, par exemple, faire la recherche de financement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours garder à l'esprit que le clinicien, c'est celui qui porte le projet et que du coup, son avis, il doit quand même être prépondérant, il doit être entendu par tous les acteurs que je viens de définir. Euh, alors ça, c'est une période qui peut durer un petit peu plus longtemps, parce que bâtir un protocole, c'est pas toujours simple. Il peut y avoir plusieurs acteurs à mettre en lien, donc ça peut prendre quelques mois. Donc déjà là, on est déjà sur une période entre le résumé et le protocole, voilà, qui peut durer plusieurs mois. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à une première version du protocole, une fois qu'on a vu tous ces gens-là, écrite, pour pouvoir passer, voilà, à la demande de financement s'il y a besoin. Tous les projets n'ont pas forcément besoin de financement, mais de plus en plus, dès lors où il y a des ressources dédiées qui vont être mobilisées, un système assurantiel qui va devoir être pris par le promoteur. Il y a potentiellement des frais s'il y a plusieurs centres qui participent. Et puis, en fonction, et là particulièrement pour la psychiatrie, qui fonctionne avec les études qui fonctionnent avec des échelles, il y a le coût à prendre en compte de certains outils méthodologiques. Pourquoi je le précise ici? Parce que les échelles qu'on utilise dans le soin sont majoritairement gratuites dans le cadre du soin, mais plus dans le cadre de la recherche. C'est-à-dire que dans le cadre de la recherche, l'usage peut être payant. Il est à minima, il fait au moins à minima, enfin, on demande l'autorisation aux auteurs de l'utiliser dans le cadre de la recherche, mais dans plein de moments, ça switch vers un modèle payant. Donc voilà, il y a quand même des coûts à prendre en compte. Donc souvent, peut y avoir un financement nécessaire. Ça peut être quelques milliers d'euros, comme beaucoup plus en fonction du type de projet, mais c'est pour ça que il faut identifier le bon appel à projet qui est adapté à la maturité du projet et du coup qui est cohérent entre ce qu'on veut faire, si c'est un petit projet un peu pilote, enfin petit de manière pas négative, hein, un projet pilote avec quelques dizaines de participants, on va pas aller chercher on va pas aller sur les mêmes appels à projet que des plus grosses études avec plusieurs centaines de patients et plusieurs centres, voire une dizaine de centres. On va pas être sur les mêmes types de financeurs. Et du coup, les financeurs, ils sont multiples. Alors, quand je dis ça, on se dit c'est facile de trouver de l'argent. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités. Donc, il y a des fondations, des AAP, des appels à projets internes aux établissements, et puis des appels à projets qui sont plutôt avisés enfin, sur un territoire régional, donc pour travailler avec nos voisins, nos partenaires. Et puis après, il y a aussi des financements du ministère de la Santé, donc notamment les PHRC et associés. Par exemple, il y a des projets de recherche type médico-économique qui ont leur propre financement. Tout ce qui est organisation de soins, il y a aussi des appels à projets dédiés. Enfin voilà, ça peut être très vaste. Et puis il y a l'Europe aussi, si on veut, pour aller chercher vraiment là beaucoup, beaucoup d'argent et avec des partenaires européens. Donc, ils sont multiples, mais chaque dossier est différent. Donc, on peut porter plusieurs demandes en parallèle, mais il ne faut pas attendre la dernière semaine avant de déposer, parce que souvent, il y a tout un tas de petites choses qu'on n'a pas forcément anticipées dans les dossiers. Ils n'ont pas les mêmes formats. Ils demandent, il faut qu'on ait anticipé
le budget. Donc, je l'ai rajouté là à la colonne livrable parce que quand on demande un financement, il faut un budget bien clair, donc qui se travaille avec le chef de projet que je vous ai présenté à la slide précédente. Et donc là, là aussi, c'est du coup la demande de financement, entre la demande de financement et le retour du go, du no-go du financement, là, on peut avoir de 6 mois à 1 an d'attente. Donc c'est très long. Les appels à projet de la DGOS, par exemple, de la Direction générale de l'offre de soins, c'est souvent 1 an entre le moment, pas tout à fait 1 an, mais entre le moment où on le dépose et la dernière étape du financement, parce que ça se fait en plusieurs étapes, d'abord sur résumé, puis après sur dossier complet. C'est très long. Euh, voilà, donc là, on a terminé, on va dire, la partie élaboration du projet scientifique. On a notre protocole, on a éventuellement fait notre demande de financement. Et on va se dire que on a tous les feux sont au vert. Donc, on peut y aller. On est super content. On a vraiment, là, c'est vraiment un premier jalon qu'on a passé qui est très important. On va passer au montage administratif du projet. Donc, dans le montage administratif du projet, clairement, il y a plein de gens qui vont commencer à rentrer dans le jeu de l'étude clinique. Et là, l'investigateur coordonnateur du projet, il va être moins à la manœuvre, il va un peu se laisser porter, entre guillemets, sur cette partie-là, parce qu'il s'agit d'obtenir toutes les autorisations réglementaires. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est du ressort du promoteur. Donc en gros, on remet son projet et son protocole dans les mains du promoteur qui va lui qualifier l'étude, c'est-à-dire le mettre dans les petites cases réglementaires. Vous allez le voir à la slide suivante. Il va finaliser le protocole avec l'aide je les ai appelés les experts métiers, sous l'égide du chef de projet. Il y en a plein. Ils sont pas tous là tout le temps, mais il y a les data managers, les vigilants, les économistes, les pharmaciens s'il y a un médicament, le centre de ressources biologiques s'il y a des collections biologiques, le centre de recherche clinique s'il y a besoin de personnes tierces. Voilà. Et du coup, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est décliner les notes d'information et les consentements s'il y a besoin. Ils vont établir la liste des données à recueillir et ils vont récupérer les documents des investigateurs principaux des autres centres si l'étude est multicentrique. Les investigateurs principaux, c'est donc les investigateurs qui seront dans d'autres centres et qui seront responsables chacun de leur centre. Et toute la partie montage administratif du projet, donc du début jusqu'à l'autorisation réglementaire, ça peut durer jusqu'à 1 an encore. Donc il y a encore un long temps qui va se passer. Donc pour revenir très succinctement sur chacun chacune des ressources là en rouge, les data managers, eux, ils vont gérer tout ce qui est lié aux données de l'essai clinique. Les vigilants, eux, ils vont s'occuper, donc, comme leur nom l'indique, de la vigilance des essais cliniques. Donc, tout ce qui a trait aux événements indésirables qui ont lieu dans le cadre de l'essai, qui peuvent être attendus, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, des hospitalisations, ça peut être des décès, ça peut être, enfin, vraiment beaucoup de choses, mais en fonction du cadre de l'étude, on les suit ou pas d'ailleurs, et puis après on les qualifie si on pense qu'ils sont liés à la recherche ou pas. Donc des économistes si on a un volet médico-économique dans l'étude, les pharmaciens, donc ça je l'ai déjà dit, et puis le reste, j'en ai aussi parlé. Donc attention à la slide suivante, ne prenez pas peur, ne partez pas. On va faire rapide. Ça, une partie du tableau qui permet de qualifier les essais. Et donc, il est lié au règlement européen d'une part, donc à la loi européenne, et puis d'autre part à la loi française. Donc, les deux colonnes de gauche, c'est la loi européenne qui prévaut sur ce qui concerne les études sur dispositifs médicaux et les études qui concernent les médicaments. Pas de souci. Euh, voilà, donc ça a trait à la réglementation européenne. Et puis les trois colonnes de droite, là on est sur la loi dite Jardé, c'est les décrets d'application qui ont lieu donc, en France.
c'est ce qu'on appelle la recherche impliquant la personne humaine, donc RIPH, et cette catégorie, cette grande catégorie de recherche est divisée en trois catégories. La catégorie des recherches interventionnelles, la catégorie des recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes, c'est-à-dire que on fait globalement comme le soin, c'est ce qu'on appelait avant du soin courant, c'est-à-dire qu'on fait du soin courant, mais on rajoute des choses, par exemple une prise de sang, par exemple une visite, enfin, des choses qui sont considérées à risque minime ou à contrainte minime. Et pour ça, il y a une liste qui a été définie par arrêté du ministère de la Santé et elle est exhaustive. C'est-à-dire que si on n'est pas dedans, si nos interventions ne sont pas dans cette liste, on passe à la catégorie des recherches interventionnelles. Et la catégorie 3, c'est les recherches non interventionnelles sur la personne humaine. Là, on fait absolument rien de plus que ce qu'on fait dans le soin courant. En théorie, même pas une échelle en plus. Et donc, pour tout ça, il y a voilà, des abacs sur est-ce qu'on doit passer au comité de protection des personnes? Est-ce qu'on doit passer devant le comité d'éthique? Est-ce qu'on doit passer devant, est-ce qu'on doit avoir une autorisation ou une information à l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament? Enfin, tout ça, c'est bien défini. Est-ce qu'on doit passer par la CNIL ou pas? Donc, tout ça, en fait, vous n'avez pas besoin vraiment de le savoir d'emblée. Il y a des gens qui vont le faire pour vous, mais ça a quand même des répercussions assez forte sur le temps réglementaire et aussi les documents qu'on va vous inviter à rédiger, quoi. Notamment tout ce qui est consentement. La deuxième partie, c'est tout ce qui ne concerne pas la personne humaine. Donc là, on est plutôt sur des données. Donc la partie de gauche, recherche sur données hors recherche interventionnelle sur personnes humaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on ne recueille pas de données personnelles de santé, donc là on est presque dans l'enquête de satisfaction, ça peut être aussi des enquêtes auprès des professionnels de santé et pas des patients. Mais en gros, il ne faut pas qu'il y ait de données de santé. Jamais, jamais, jamais. Et si on peut aussi avoir des recueils avec des données personnelles de santé, mais là, on va plus avoir de patients, c'est-à-dire qu'on va être sur euh, sur les, sur des bases de données type base de données de l'assurance maladie, donc qu'on appelle le SNDS, sur des bases de données que on pourrait avoir aussi en interne, travailler sur des cohortes, par exemple, euh, ou les dossiers médicaux des patients. Et donc là, on s'affranchit du CPP au profit du comité d'éthique. Et par contre, on ne s'affranchit pas de la CNIL, puisque la CNIL, elle, c'est dès lors où il y a où il y a du recueil de données et du traitement de données, surtout, elle est forcément là. Donc voilà, et puis la partie de droite, c'est sur tout ce qui est biocollection existante, donc sur tout ce qui est échantillon. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de patients. Alors, en psychiatrie, on est quand même un peu sur la crête entre. Enfin, on hésite souvent parce que quand on se dit oui, bah, on leur fait une échelle supplémentaire, ça va bien, pas bien changer la donne. Bah, c'est un peu compliqué de qualifier nos études, donc c'est toute une discussion. Et je dis pas qu'il y a une bonne réponse, c'est-à-dire que vraiment. euh, le choix qu'on fait, pour moi, il est jamais ancré à l'avance. Il peut être discuté, et dès lors où on a choisi un camp, entre guillemets, un camp réglementaire, on doit l'assumer et l'expliquer comme tel, quoi. Donc, euh, donc ça peut être nous au sein de nos interactions, on est rarement forcément d'accord du premier coup, mais on en discute et puis après on avise. Euh, J'ai fait un petit focus rapide sur les autorités réglementaires. Donc, on a parlé du comité de protection des personnes. J'ai volontairement pas mis de petits paragraphes sur le comité d'éthique parce que pour moi, ils ont globalement le même rôle, comité de protection des personnes et comité d'éthique. C'est juste que c'est pas les mêmes comités. Il y en a un très local qui est le comité d'éthique. Le comité de protection des personnes, il y en a une quarantaine en France, donc il est plus
Il a quand même une valence territoriale, mais en fait, il est tiré au sort maintenant, donc on ne sait jamais en avance vers quel comité d'éthique, vers quel CPP, pardon, on va devoir aller. Et notre projet peut être révisé par n'importe quel CPP, ce qui n'est pas le comité d'éthique, c'est le porteur qui le choisit. Mais les deux doivent vérifier que la protection des personnes est bien assurée. Donc, ils s'attachent à regarder ce qu'on dit aux patients, quelle information on leur délivre et comment. Ils s'attachent à la pertinence de la recherche. Pourquoi? Parce que la pertinence de la recherche, ça va avec le rapport bénéfice-risque. Donc, le patient, il est aussi en filigrane de la pertinence de la recherche. Ça ne sert à rien de faire de rééditer des recherches qui sont déjà publiées ou sur lesquelles on a déjà la réponse. Ce serait du temps perdu et aussi voilà, mettre à profit, entre guillemets, des patients sans avoir de bénéfices pour la population, de bénéfices directs pour eux. Ils vont vérifier que les investigateurs sont bien qualifiés pour faire de la recherche. Et puis du coup, ils vont aussi vérifier que l'adéquation entre les objectifs et les moyens, donc financiers notamment ou ressources, sont bien mises en œuvre. Pour l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc elle sera informée de toutes les recherches qui sont mises en place dès lors où c'est de la recherche interventionnelle sur personnes humaines, mais elle ne donnera son autorisation que si c'est une recherche interventionnelle ou une recherche médicament. Elle évalue la sécurité d'emploi donc des produits de santé de manière large. Elle vérifie que l'étude fait bien attention à la qualité des produits de santé et au bon usage des produits de santé. Et là aussi, elle vérifie l'adéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre. Et la dernière étiquette, c'est la Commission donc, nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui, elle, s'attache au traitement des données et qui va considérer la sécurité, la confidentialité et l'information qu'on délivre aux patients concernant leurs données et leurs droits vis-à-vis de ces données. Je voulais faire un focus particulier sur les consentements parce que c'est une partie importante qui va pas, enfin, qui va pas forcément avec le cours, mais personne, on n'avait pas réussi à le caser ailleurs, donc c'est important qu'on en parle parce que le cadre juridique, il est assez contraint et il y a beaucoup de cas particuliers qui sont pas particulièrement, comment dire, liés à la psychiatrie en direct, mais il y a quand même des choses qu'on doit, qu'il faut savoir quand il s'agit des consentements. Donc, pour les recherches interventionnelles, les recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes et les recherches non interventionnelles, il y a forcément une information par l'investigateur ou la personne qualifiée qu'il représente. Euh, les informations sont résumées dans un document qui est remis au participant. Et puis après, le participant, lui, va consentir ou ne pas s'opposer, ou du moins, en fonction du type d'étude, il va devoir signer un consentement écrit pour les recherches interventionnelles. Pour les risques à contrainte minime, ça peut être express, mais du coup, tout ça, il faut que ce soit tracé dans le dossier très clairement. Et puis pour les recherches non interventionnelles, il s'agit d'une non-opposition. Donc le patient ne doit pas s'opposer. C'est c'est toujours un petit jeu de l'esprit. Et donc il y a beaucoup de cas particuliers, on va les détailler. On va détailler sur mineurs, majeurs protégés et personnes hors d'état d'exprimer leur consentement. Mais globalement, pour toute la population dite protégée, entre guillemets, il faut, si on décide d'inclure ces personnes-là particulièrement, il faut que le bénéfice soit important pour la population qu'il représente ou le participant en lui-même. Donc, ça concerne les femmes enceintes, parturientes et mères qui allaitent. De facto, elles sont enlevées des études, sauf si c'est important que ce soit sur cette population-là en particulier. Pour les personnes privées de liberté, c'est identique. À noter que les personnes hospitalisées sous contrainte sont considérées privées de liberté. Et toutes les personnes qui sont mises dans un grand paquet, particulièrement vulnérables du fait de leur état de santé. Donc, c'est assez large, mais ça peut être notamment toutes les personnes qui vivent dans des établissements médico-sociaux,
porteurs de handicap particulièrement marqués. Enfin voilà, il y a tout un. En fait, là, c'est assez large comme population. Et donc après, il y a aussi les mineurs, les majeurs sous tutelle ou curatelle et les personnes hors d'état d'exprimer leur consentement. Donc, quand l'expression du consentement est impossible, ça peut être notamment quand il est impossible à l'écrit. Il y a des moyens d'être attesté par une personne de confiance, par exemple, ou un membre de la famille, si la personne de confiance n'est pas là, ou par un des proches de la personne concernée. Il faut juste que cette personne ne soit pas proche, enfin en tout cas, il faut qu'elle soit indépendante de l'investigateur et du promoteur. Ça ne peut pas être une infirmière du service qui vient dire oui. Monsieur X, enfin, noter dans un coin du consentement que Monsieur X est bien d'accord, mais qui peut pas écrire, voilà, ça marche pas. Il faut que ce soit quelqu'un d'indépendant du service et du promoteur. Dans le cas d'une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement, donc vraiment, c'est-à-dire que son état de santé fait qu'elle ne peut pas exprimer son consentement quel que soit, enfin, que ce soit écrit ou parlé. Donc, par exemple, on pense aux gens qui sont dans le coma, mutiques, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Là, on a aussi tout un système pour pouvoir quand même faire de la recherche sur ces personnes-là, parce que ça peut être très important, enfin c'est très important de ne pas les laisser pour compte dans des études un peu dédiées. Donc ça veut dire que sinon on arrêterait de faire presque de la recherche en réamed ou des chocs et voilà. Donc ça on peut pas l'imaginer. Donc là encore l'autorisation peut être donnée par la personne de confiance. Si elle n'est pas là, la famille ou une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. Tout ça c'est écrit texto dans la loi. Et l'intéressé est informé dès que possible et son consentement est recueilli pour la poursuite de l'étude dès que possible. Il peut y avoir le comité de protection des personnes peut préciser certains items en fonction de la typologie de la population. Il y a aussi les cas particuliers de la situation d'urgence. Donc, on est un peu dans le même cas que celui d'avant, sauf que là, on est en plus dans une situation d'urgence. Donc, on doit la décrire, la situation d'urgence, s'il faut vraiment. Par exemple, si toutes les études au SAMU, on peut imaginer, enfin, ou aux urgences, quand la personne concernée ne peut pas signer elle-même, eh ben, on sollicite les membres de sa famille ou de la personne de confiance s'ils sont présents. Et puis, il peut y avoir aussi des dérogations s'ils ne sont pas là, vraiment quand il s'agit d'une urgence vitale immédiate. Et ça, c'est le comité de protection des personnes qui le valide. Dans ces cas-là, il y a des consentements d'urgence. Donc, ça veut dire qu'on commence sans consentement. Et après, on informe les gens dès que possible. Il peut y avoir des cas particuliers quand il s'agit de grandes cohortes de patients. On n'est pas forcément contraint de devoir informer personne par personne. Il peut y avoir des modalités d'information plus larges. Donc ça aussi, c'est prévu dans le cadre de la loi. Et sur les mineurs, donc quand le mineur est non émancipé, il faut quand même les informer de manière loyale et du coup leur délivrer une information adaptée à leur capacité de compréhension. Ils doivent être consultés dans la mesure où leur état le permet, là encore, mais du coup on doit pouvoir leur poser la question. Et le consentement, lui, quand il est requis, il est forcément donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Donc il y a aussi des règles s'il y a qu'un seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale sur place. Donc voilà. Et si cette personne mineure devient majeure, pardon, durant la recherche, eh bien là, on doit redemander son consentement. Donc on refait une information appropriée à son âge et à sa capacité de compréhension, et on refait un consentement. Pour les majeurs protégés, quand ils sont sous tutelle, l'autorisation est donnée par le représentant légal. Et quand ils sont sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé, assisté de son curateur. Voilà pour les consentements. Donc maintenant que tout est sous contrôle dans notre projet, qu'on a le go des autorités réglementaires, qu'on a nos consentements et qu'on est presque prêt à partir, il faut quand même, il y a tout un tas de petits aspects logistiques, on va dire,
à finaliser, donc tout ce qui est biologie, tout ce qui est accès au logiciel, la partie administrative, s'il y a plusieurs centres, on doit faire des conventions entre les établissements, on finalise les documents dits essentiels. Dans la loi, il y a toute une liste de documents qui doivent être présents dans les centres. Donc ça, c'est le fameux classeur investigateur majoritairement. Donc voilà, on est encore obligé de le faire en version papier. Et puis, c'est le moment où on fait les formations des équipes par le biais souvent des réunions de mise en place. Et donc, à partir de là, on a l'autorisation à inclure et on peut inclure notre premier patient. Donc, on y est enfin. Et donc là, déjà, on a 2 ans qui sont passés souvent. Si on a cherché un financement, ça peut être plus. Si on n'a pas eu besoin de financement, du coup, on est plutôt autour de 12 mois, 12 à 18 mois, quoi. Donc, ça peut déjà être long quand il s'agit d'études où on inclut des patients et où il y a plusieurs centres, parce que sinon, ça peut aller plus vite quand il s'agit d'études sur données ou d'essais monocentriques avec des contraintes faibles sur les patients. Mais quoique. Et donc, on commence la partie qui concerne les inclusions. Donc, dans le centre investigateur, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce que vous connaissez le plus souvent, c'est-à-dire qu'on fait le screening, les inclusions, on fait le suivi des patients selon le protocole, le remplissage des données par les investigateurs et les techs. Alors j'ai mis plusieurs noms parce que les techniciens d'essais cliniques sont parfois appelés les attachés de recherche clinique investigateurs. Ça peut aussi être des infirmiers de recherche clinique. Et voilà, tout ce petit monde surveille les événements indésirables si telle est la demande du protocole. Et côté promoteur, eux, il va y avoir un attaché de recherche clinique promoteur qui va être mandaté pour pouvoir vérifier enfin, le respect du protocole par les centres et toutes les procédures réglementaires. Donc, le chef de projet, lui, il est toujours là aussi. Il va suivre les inclusions, il va faire des bilans réguliers auprès de l'investigateur coordinateur pour voir comment ça avance, s'il faut éventuellement rectifier des choses, si on voit qu'il y a des problématiques, souvent c'est lui qui va initier potentiellement des amendements au protocole pour faire évoluer les choses. Et puis, tous les experts métiers qu'on a vus plus avant, les vigilants, les data managers, ils sont aussi au travail un peu en arrière-plan, là, durant toute la période d'inclusion. Donc, cette partie-là, elle peut durer quelques mois seulement quand il s'agit de- d'un nombre d'inclusions assez faible ou d'une population qui est très très présente. Et puis ça peut durer par contre plusieurs années aussi, 3 ans, 3, 4 ans, ça peut être assez long pour trouver toute la population. Euh, et puis une fois qu'on est arrivé au bout, donc là encore on est content, hein, quand on arrive le dernier patient inclus, c'est chouette, c'est encore un autre moment où on fait ça, il y a encore un des grands jalons de la vie d'un projet. Mais pour autant, c'est pas fini. Dans le centre investigateur, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue de suivre les patients jusqu'au dernier suivi du dernier patient inclus. Et puis, il va y avoir toute une partie de vérification des données, donc qu'elles soient bien complètes et cohérentes. Ça va aussi en lien directement avec l'attaché de recherche clinique promoteur qui va faire la même chose de son côté, c'est-à-dire qu'il va aller de centre en centre pour vérifier que tout est OK côté données. Le data manager, lui, il va exécuter des contrôles de cohérence jusqu'à ce qu'il considère que la base de données soit propre. Le statisticien va commencer à exploiter les données et va rendre compte à l'investigateur coordonnateur des résultats. Et puis, le chef de projet, lui, il va clore l'étude de manière administrative auprès des centres et auprès des autorités, donc en fournissant notamment un rapport de fin d'étude avec tout ce qui s'est passé. Là aussi, c'est une période qui peut durer quelque temps, ça dépend du nombre de patients inclus dans l'étude, mais ça peut être quelques mois, 2, 3 mois pour les études avec le moins de patients à suivre, mais ça peut être aussi presque un an pour les projets où il y a beaucoup de patients ou beaucoup de données à compléter, parce que plus il y a de données, évidemment, plus il y a d'incohérences et de data à exploiter, donc ça peut être long.
Et puis, la dernière partie, ce sera la valorisation. Donc, je ne vais pas trop détailler non plus parce que donc j'ai dit que la prochaine fois, c'était le protocole. Et là, le webinaire suivant, ce sera sur la valorisation des résultats. Donc, il y a plusieurs manières de valoriser les résultats, mais en tout cas, il faut le faire. C'est un passage obligé. Et du côté du promoteur institutionnel, lui, il peut y avoir une valorisation financière à partir de ce moment-là sur les projets d'études via des systèmes de financement type SIGAPS. SIGAPS, c'est un système lié aux publications, et SIGREC, c'est le système d'essais cliniques lié au nombre d'inclusions. Voilà, donc en conclusion, la recherche, c'est une affaire d'équipe. Donc, je l'ai dit dès le départ de la présentation, ça repose sur... majoritairement, on a vu que les deux acteurs qui étaient là du début jusqu'à la fin, c'est évidemment l'investigateur qui a la responsabilité scientifique et le promoteur qui est là aussi, puisque lui, il a toute la responsabilité réglementaire. Et sous ces deux noms-là, qui sont potentiellement pas... Enfin, voilà, en tout cas, le promoteur n'est pas forcément très palpable. C'est toute une équipe qui exécute l'étude tout au long de sa vie. Donc, c'est vraiment une affaire d'équipe. Et je dis souvent que il y a aussi tous ceux qui font pas de recherche dans l'équation, parce que c'est aussi grâce à ceux qui font pas ou moins de recherche qu'on peut et qui du coup sont dédiés à l'activité de soins, que certains autres peuvent aussi trouver du temps pour avancer sur les projets de recherche. Donc c'est vraiment, ça concerne tout le monde, tout le monde. Comme on l'a vu, le parcours il est long. J'ai assez insisté sur les délais. Et c'est pas toujours prévisible de prime abord. Il n'est pas rare que les délais soient finalement plus longs que prévu pour plein de raisons. Ça peut être des contraintes réglementaires, des changements. Ça peut être des changements dans le projet en lui-même. Ça peut être dû à des difficultés de recrutement. Parfois, comme le temps de montage de projet est long, on peut aussi, enfin, pendant ce temps-là, le soin et l'innovation avancent et du coup, on n'est plus toujours très en phase entre la population qu'on rencontrait au départ et finalement celle qui est réellement suivie au moment de la mise en place. Ça peut être des problèmes de financement, ça peut être aussi dû à la disponibilité, enfin, ou la non-disponibilité des équipes. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper au maximum, s'entourer, travailler avec des contacts privilégiés. C'est toujours plus simple de travailler avec des centres ou des équipes ou des collègues avec qui on a des contacts privilégiés parce que c'est toujours plus facile de se passer un petit coup de fil ou s'envoyer un mail en se disant bah, c'est quoi tes problématiques, comment on peut faire, est-ce qu'on en parle, quoi. Du coup, ça permet d'avancer. Et puis, ce qui est le mieux aussi, c'est de bénéficier d'une dynamique institutionnelle ou du moins un dispositif qui permette de mutualiser des moyens et puis de faire qu'on se sent soutenu dans tout ce process-là et qu'on se sent pas forcément trop en solo. Donc voilà, je crois que c'était ma dernière slide. Donc merci pour l'écoute attentive.